Bonjour à toutes et à tous et merci à Teresa Maranzano de m'avoir invitée pour discuter avec vous en cet après-midi, d'autant plus que le sujet de la rencontre porte sur art contemporain et art outsider, les contaminations, et je ne me considère pas du tout comme une spécialiste ni en art contemporain ni en art outsider, donc ça va fortement conditionner mon propos et la manière dont je vais vous présenter les choses. Voilà, merci. Depuis 2003, je travaille au MAD. C'est un musée qui est situé à Liège, un musée d'art. Ce musée répond aux missions de sensibilisation, d'étude, de conservation, de prospection également d'un objet. Cet objet, c'est une collection de 1400 œuvres aujourd'hui, réalisées par quelques 220 artistes qui travaillent dans des ateliers artistiques similaires à ceux du CREAM. Le CREAM signifiant créativité et handicap mental. Cet atelier a été fondé au départ par Luc Boulanger en 1979 à Liège. Par la suite, ce principe a essaimé. Un autre atelier a été fondé à Bruxelles. Un atelier a été fondé également à Fribourg. Et il s'avère que ce type d'atelier artistique, donc, qui accueille des personnalités porteuses d'un handicap mental ou d'une maladie mentale, atelier où se trouvent également des artistes animateurs qui remplissent plutôt la fonction d'animateurs encadrants, donc qui sont là pour offrir un contexte de création, de diffusion, parfois d'apprentissage également aux personnalités. Ce type d'atelier se retrouve un petit peu partout dans le monde. On en trouve également en Australie, aux États-Unis, au Japon. Et donc nous conservons dans la collection des œuvres d'artistes qui proviennent d'un peu partout dans le monde. Alors sur l'écran, une vue du parc dans lequel se trouve le musée, qui est tout petit à l'heure actuelle. Il y a effectivement un projet de transformation qui est porté par la ville de Liège, mais à l'heure actuelle, voici ce qu'est le bâtiment. Ce qui est important pour nous, c'est que cet espace, ce bâtiment, se trouve dans un espace public. Il recèle, à notre sens, une collection publique qui est reconnue cette année, en 2008, comme patrimoine public. Donc en 10 ans d'activité, la collection a en effet été fondée en 1998, eh bien cette collection est passée de patrimoine privé à patrimoine public, ce qui est énorme puisqu'il est reconnu par la communauté française, donc par la culture, ce qui indirectement également signifie que ces artistes sont reconnus comme quelque part patrimoine vivant. Alors, voilà. Donc une vue de la collection, mais très très partielle. Donc une pièce d'Heine Dingemans, qui est un artiste qui travaille en Hollande et qui crée essentiellement des autoportraits dans une dimension graphique avec un style très très tribal bien marqué. Eric Derken, qui lui est un artiste belge qui travaille à Vielsam. Paul Duhem, artiste représenté dans d'autres collections également, et Jean Eltanir, artiste qui travaille au Créam à Liège. Chacun de ces artistes est l'auteur d'une œuvre qui lui est propre, avec une thématique qui lui est propre, avec une recherche esthétique qui lui est propre, avec des questionnements qui lui sont propres. Je mentionnais le nombre d'œuvres, 1400 œuvres, 220 artistes. Forcément, ça implique qu'il y ait plusieurs œuvres par artiste. Pour nous, il est beaucoup plus simple, en effet, de conserver l'œuvre avec une dimension sérielle, parce que quand on la présente au public, eh bien, ça permet de démontrer qu'il y a un parcours artistique, qu'il y a une évolution également qui est posée par l'artiste. Umberto Bergamaschi, qui travaille donc dans l'atelier avec Teresa Maranzano, Dwight McIntosh, artiste américain qui est également représenté dans d'autres collections, Paulus de Groot, artiste hollandais, ou encore Pascal Ving, artiste qui a créé son œuvre au sein du CREAM Bruxelles. Au MAD comme ailleurs, comme dans tout autre musée, les questionnements propres à chaque exposition sont quelque chose de véritablement très très important. Le musée n'est jamais qu'une interface entre l'artiste et le public, l'œuvre servant de médiateur quelque part entre les deux. Et la manière dont on va poser cette œuvre, dont on va la conditionner spatialement, mais également temporellement, va indéniablement orienter la manière dont le public va la percevoir.
le musée travaille non seulement pour l'artiste, mais également pour le public. Il y a donc vraiment ce rôle de modérateur et d'interface qui est présent. Alors le MAD développe une politique d'exposition axée sur 3 éléments: les expositions temporaires dans la galerie, les expositions temporaires collectives et les expositions hors les murs de la collection. Alors la première partie, donc un des volets, les expositions monographiques dans la galerie, donc au MAD même, permettent de poser l'ensemble, pas toutes, mais vraiment un nombre de pièces suffisamment élevé par rapport à un seul artiste. Pour nous, quelque part, c'est plus facile comme travail, dans la mesure où ça permet de poser clairement, par rapport aux visiteurs et au public, l'ensemble de la recherche de cet artiste, considéré comme une particule élémentaire naviguant dans le champ de la création contemporaine. Nous vous empruntons donc et nous nous immisçons dans le concept de mythologie individuelle tel qu'il a été mis en place par Harald Zeman en 1972 déjà. Donc c'est vraiment une entité qui est considérée à part entière. Ici, il s'agit du travail de Stefan Hafner, qui a donc été présenté en 2006. Stefan Hafner est un artiste allemand, qui donc est aussi handicapé mental, et qui depuis des années, tout d'abord chez lui, puis au sein de l'atelier Goldstein, construit sa ville, sa cité idéale. C'est un travail de fou, passez-moi l'expression, mais vraiment quelque chose de très très impressionnant. Et donc, la manière dont nous avons choisi de présenter son travail était de le présenter de manière surélevée, avec une multiplication des points de vue. Alors ça n'a l'air de rien, mais cette œuvre a été présentée par la suite au musée du Docteur Guillain à Gand de manière totalement différente. Elle a été posée au sol. Donc la manière dont le public était invité à la pratiquer, à l'appréhender, était totalement différente. Ce que nous souhaitions mettre en évidence, c'est le fait que par toutes les fenêtres, en fait, toutes les fenêtres de ces petits buildings, recèlent un ensemble de détails assez incroyables. Stefan Hafner pense à tout. Il pense à représenter le mobilier, il pense à représenter les bouches d'aération, il pense à représenter les sorties de secours. Donc par ces petites fenêtres, on voit véritablement un ensemble de détails. Raison pour laquelle des photographies de ces détails étaient présentées également au mur. Donc en créant des points de vue qui pouvaient être accessibles par le spectateur, c'est cela, ces dimensions de voyeuriste que nous souhaitions susciter de sa part. À Gand, par contre, c'était plutôt la dimension de démiurge, un artiste qui crée sa ville, sa cité idéale, qui donc est appréhendée plutôt d'en haut. Ces 2 dimensions sont présentes dans le travail de Stefan Hafner, mais la manière dont on pose son œuvre dans l'espace va conditionner la manière dont elle est perçue. Une autre exposition temporaire dans la galerie, consacrée, elle, non pas à un artiste, mais à un auteur. Alors je fais une différence entre les deux, à savoir que dans mon vocabulaire, un artiste est une personnalité qui conscientise le fait que son œuvre est diffusée dans le champ artistique. Un auteur est également créateur d'une œuvre, mais n'a que faire du fait d'être diffusé dans le champ artistique. Donc Antonio de la Vallée est là. La manière dont nous avions choisi de spatialiser son travail était plutôt une réponse à sa dimension de grand arpenteur, de cartographe. En effet, Antonio de la Vallée crée des espèces de schémas et de cartographie qui ont une dimension un peu insensée dans la mesure où on ne sait pas très bien où il veut aller. Et donc, c'était une espèce de déambulation qui mettait à mal quelque part également le visiteur qui était pratiqué. Ce qui est important au MAD pour ces expositions monographiques, donc la plupart, non, les auteurs qui bénéficient d'une exposition monographique sont représentés également dans la collection, mais les œuvres ne nous appartiennent pas. Les œuvres présentées dans ces expositions monographiques appartiennent à l'artiste, à l'atelier et au tuteur de cet artiste. Pour nous, il est très important que les personnalités participent à l'exposition. Soit, dans certains cas, elles réalisent elles-mêmes le montage ou une installation dans la galerie, soit, au minimum, elles sont présentes au vernissage de cette exposition. Et si elles le souhaitent, elles peuvent présenter elles-mêmes leur travail au public. Si je vous présente Pascal Vinck et Pierre Depay, donc 2 des artistes qui sont présents dans la collection.
Je vous dis ça et en même temps, je vous présente un contre-exemple. C'est une exposition que nous avons consacrée au travail de Franco Bellucci. Franco Bellucci est un auteur qui travaille à Livorno. Il est en lien avec Riccardo Bargiolini, mais clairement, lui ne positionne pas du tout sa création dans le champ artistique. C'est un besoin vital qu'il a depuis qu'il est tout petit. Il crée ses propres jouets. Et c'est sans doute une des expositions qui nous a posé le plus de questions, puisque, en accord avec Riccardo Bargiolini, en accord avec le tuteur de Franco Bellucci, en accord également avec le psychiatre qui l'accompagne, nous avons choisi de la mettre en œuvre, bien que lui ne soit pas du tout investi dans l'exposition. Donc c'est quelque chose que nous pratiquons relativement rarement. La manière dont nous avons choisi de spatialiser son œuvre est une réponse à cela. C'est-à-dire que ses œuvres, ses créations, il les crée pour lui-même, ce sont ses propres jouets, donc il y a une dimension très très intime, mais quelque part, ces créations rejoignent également une dimension universelle. Tous, à un moment donné, nous avons créé nos propres jouets, nous avons détourné des éléments. Donc si nous considérons qu'il y a une dimension esthétique, il y a également une dimension plus de l'ordre du symbolique qui est présente dans son travail. Et donc la spatialisation obligeait le visiteur à rentrer dans cet univers intime et à se confronter directement à ces pièces. Deux des pièces donc, de Franco Bellucci qui sont conservées au MAD. En fait, Franco Bellucci détourne même les jouets que lui offre son frère pour se les réapproprier et créer d'autres pièces. Donc ça, c'est le premier volet. Ce sont les expositions monographiques qui sont organisées dans la galerie d'exposition temporaire. L'autre volet, ce sont les expositions collectives qui réunissent des artistes, qu'ils soient handicapés mentaux ou non, ou malades mentaux ou non, autour d'une thématique. Alors, ils ne créent pas pour l'occasion, mais c'est une thématique qui est présente dans leur œuvre. Ici, il s'agit de l'exposition qui a été organisée en 2007 autour du thème, à la fois léger et grave, de s'envoyer en l'air. Donc chacun des artistes présentés à cette occasion, Giovanni Galli, qui travaille à Latinaia en Italie, Serge Delaunay, qui travaille à Campagnard en Belgique, et également Hans-Jörg Georgi, qui travaille en Allemagne, à l'atelier Goldstein, partagent une même double thématique, à savoir à la fois un intérêt pour une dimension érotique, une forme d'extase, et également un intérêt pour tout ce qui est voyage dans l'espace, navigation spatiale en vol. Donc, d'où le terme un peu coquin de s'envoyer en l'air. Serge Delaunay, Hans-Jörg Georgi, Giovanni Galli et l'ensemble des créateurs étaient présents lors de cette exposition. Ces expositions sont organisées une fois par an et, bien que d'ordre artistique, elles rejoignent souvent une question d'ordre sociétal, on va dire, puisque tout ce qui est de l'ordre de la sexualité et du handicap mental reste encore fortement tabou. Il faut savoir, par rapport aux œuvres de Serge Delaunay notamment, qu'il y a 10 ans de ça encore, on détruisait tout ce qui avait un rapport érotique dans son travail, et que si cette partie-là n'avait pas été conservée au MAD, eh bien, c'est tout un volet de sa création qui n'existerait plus. Donc en 10 ans, véritablement, les choses ont évolué, le regard a évolué, et la dimension de tabou a été plus ou moins levée. Cette exposition annuelle est l'occasion également d'une fête annuelle. En effet, le MAD entretient le même paradoxe que toute institution en lien avec la création contemporaine, tout musée en lien avec la création contemporaine. Il a une mission de conservation, mais il a également une dimension de prospection, puisque l'objet qu'il conserve n'est jamais définitivement fini. Il est toujours en train de se faire. Et par ailleurs, force est de constater que, d'un point de vue art contemporain, on ne peut plus cloisonner les choses entre art graphique, sculpture, peinture et art en général. En effet, la plupart des artistes, qu'ils soient handicapés mentaux ou non, bien, commencent à jouer de plus en plus avec divers médiums. Cette fête annuelle est l'opportunité de relayer ces médiums que nous n'avons pas comme intention, ni même comme prétention de pouvoir conserver. Donc j'entends par là tout ce qui est art de la scène, tout ce qui est musique, tout ce qui est performance. Et donc lors de cette fête annuelle, pour s'envoyer en l'air, il y a toujours un lien thématique. Nous avions proposé divers badinages, que ce soit par l'intermédiaire de majorettes, par rapport également à des spectacles plus de l'ordre de la performance du théâtre.
Une autre fête annuelle qui était organisée au MAD est celle qui s'intitulait Madine. Et donc là, c'était encore un peu plus particulier dans la mesure où cette fête annuelle prenait véritablement la forme d'une exposition, mais non pas d'une exposition dans les murs, mais hors les murs, non pas dans une galerie, mais sur une scène. Les choses n'étaient pas figées, mais elles étaient en mouvement. Et l'objectif était de présenter 12 univers, 12 créateurs textiles, certains étaient handicapés mentaux, d'autres pas, dans une dimension transdisciplinaire. Je vais vous montrer seulement 2 exemples. Ici, il s'agit des créations réalisées par l'atelier textile de Zandberg, donc des artistes qui s'avèrent être handicapés mentaux, qui travaillent en Belgique, la dimension textile. Ils ont créé ces textiles sur base du travail d'un autre artiste qui s'avère être handicapé mental, Sylvain Kozein. Et Sylvain Kozein, dans son travail, il y a une caractéristique, c'est le fait que sa ligne oscille très très fort, il y a un tremblement. Donc ils se sont appropriés cette ligne pour la mettre en œuvre dans le textile, et la personne qui a choisi de mettre en chorégraphie, en scène, le travail, a repris ces principes-là pour créer une chorégraphie qui renvoyait à la notion d'oscillation, mais de travail également collectif. Alors vous avez une vue de la scène, et puis vous avez une petite photographie qui vous présente un des modèles qui est conservé dorénavant dans la collection. Et par ce simple exemple, vous voyez que la manière dont les choses sont présentées va indéniablement conditionner votre appréhension, qu'elle soit figée ou en mouvement. C'est une évidence, vous n'allez pas les percevoir de la même façon. Un autre univers qui était présenté à cette occasion est celui de Pascal Tassini. Pascal Tassini travaille au Créam à Liège. Il est l'auteur d'une œuvre incommensurable et depuis plusieurs années, il travaille la dimension textile. Au départ, il a fait des petits nœuds, puis c'est devenu des gros nœuds. Il a participé à Madine en 2006, donc en créant des vêtements. Et depuis, il crée d'autres vêtements, notamment ses propres costumes de mariée. Il en a déjà créé 3. Et il crée également d'autres costumes. Il a notamment créé un costume pour le Mannequin Peace, symbole belge bien connu. Donc c'est lui qui est sur scène, tout comme tout grand créateur, et qui défile avec la mariée à la fin de son intervention. Donc présenté sur scène, présenté en exposition ou de nouveau en photographie. Donc voici pour le volet exposition temporaire. L'autre volet qui est important, puisque la collection c'est véritablement le cœur de l'institution, ce sont les expositions hors les murs. En effet, notre bâtiment, à l'heure actuelle, ne permet pas du tout de présenter la collection chez nous. Nous sommes donc obligés de présenter la collection en dehors. Alors ça implique chaque fois une réflexion et un dynamisme aussi. Ça, c'est intéressant, parce que le musée, c'est pas seulement un lieu de conservation, c'est aussi un lieu de vie. Il faut que les choses, elles bougent. Donc ça implique une politique à moyen, à long terme. Quand présente-t-on la collection? Dans quel contexte? Pour quelles raisons? Sous une thématique ou pas? Mais le travail par rapport aux expositions précitées est totalement différent, dans la mesure où il n'y a pas de travail direct avec l'artiste qui est mené. Nous gérons la collection quelque part en tant que bon père de famille. C'est donc véritablement un travail sur l'œuvre qui est mené. Et là, l'artiste n'est plus du tout impliqué dans ce processus. Cette exposition-ci, très académique, on va dire, a eu lieu en 2007, donc l'année passée, au Musée d'art moderne et d'art contemporain de la ville de Liège. Donc nous avions choisi, pour cette exposition, de présenter par artiste 3 ou 4 pièces, ce qui permettait aux visiteurs clairement de s'immerger et d'avoir un reflet assez significatif du travail de chaque personnalité présentée. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle nous rappelle quelque part que c'est le regardeur qui fait le tableau et c'est le regard qu'on va poser sur l'œuvre qui va déterminer si elle est ou pas. Alors pour les 10 ans de l'institution, nous préparons une exposition qui s'appelle donc In-Out et qui ouvrira ses portes le 11 septembre à Liège. Cette exposition, elle est le fruit de toute une série de réflexions. C'est-à-dire qu'effectivement, cette année, nous bénéficions de la reconnaissance de la collection en tant que patrimoine culturel. Et par ailleurs,
nous avons également mené depuis un certain nombre d'années une réflexion par rapport à la notion d'art dit différencié. Alors cette œuvre-ci a été réalisée par Jean-Michel Wilbaud, qui travaille en atelier artistique au Home André Livemont. Et sans qu'on lui demande rien, Jean-Michel Wilbaud nous a fait cet énorme cadeau de nous offrir une œuvre qui s'appelle L'art différencié sans lendemain. En 1998, lorsque la collection a été fondée, c'est le musée d'art différencié qui a été mis en œuvre. Et depuis des années, nous avons du mal à gérer cette notion d'art différencié. Alors pourquoi ? Bien parce que nous avons une formation en histoire de l'art et il est très très difficile pour nous de créer une catégorie esthétique autour d'une pathologie. Utiliser la notion d'art différencié, c'est simplement dire que ce n'est pas sur l'œuvre qu'on se pose, mais sur l'artiste. Et donc si l'artiste est différent, on va parler d'art différencié. C'est un peu compliqué pour nous, on n'arrive pas à théoriser là-dessus. Et donc le fait que Jean-Michel Wilbaud, qui lui-même est un artiste dit différencié, crée une pièce qui s'appelle L'art différencié sans lendemain, est assez significatif, il nous semble. Et donc dans ce principe d'exposition in-out, par rapport à cette reconnaissance en tant que patrimoine, mais également par rapport à cette notion d'art différencié, est-il utile de regarder différemment des pièces créées par des artistes qui sont handicapés ou malades mentaux. Nous avons choisi un principe qui consiste à prendre des œuvres du MAD, des œuvres qui proviennent d'autres collections d'art moderne, d'art brut, d'art contemporain, et de les mettre en relation pour voir tout simplement si les pièces du MAD tiennent, si ces artistes tiennent la route quelque part dans le champ de la création contemporaine, mais également si ces rapports formels, ces proximités sympathiques peuvent s'avérer intéressants pour le regard, pour la compréhension de l'œuvre. Alors je vais vous présenter quelques exemples, mais comme cette exposition n'ouvrira qu'en septembre, vous me laissez, j'espère, la marge de remodeler un peu tout ça. Alors, la robe a été créée par Christine Kattebeek, la peinture abstraite par José Picon et le dessin par Hélène Reimann. Pour le visiteur de l'exposition, eh bien, dans un premier aspect, c'est joli. Voilà. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, un espace d'information sera mis en place dans l'exposition. Eh bien, vous apprendrez que Christine Kattebeek fait partie de la collection du MAD, qu'elle travaille dans un atelier artistique et que, au départ, quand elle commence à créer son œuvre, elle part toujours d'une intention figurative. Elle a une œuvre à la fois graphique, donc sur papier, mais elle a également une œuvre sur textile. Et même si elle part d'une intention figurative, elle en arrive toujours à ces espèces de camailleux colorés très caractéristiques. Vous apprendrez également que José Picon est un artiste abstrait géométrique labellisé art officiel, qu'il a eu dans un premier temps un travail naturaliste, un travail sur le motif, et puis qu'il est passé par la suite au travail géométrique, tandis qu'Hélène Reimann, elle est représentée dans la collection La Racine, et cette dame a pendant des années réalisé des croquis avec des lettres comme ça de modèles de vêtements. Un autre exemple de relation qui peut être créée, c'est une œuvre donc, de Roland Capel, qui est un artiste allemand qui est représenté dans la collection du MAD. Et cet artiste, en fait, crée depuis des années des modèles réduits de grues, de matériaux de chantier, avec une minutie extrême. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont parfaits, mais en plus, ils fonctionnent. Un peu comme le travail d'Émile Ratier, qui est notamment représenté à l'art brut, mais aussi dans d'autres collections d'art brut. Et Jacques Lizen, lui, c'est un artiste labellisé art contemporain et qui clairement se positionne dans le champ de l'art contemporain. Et lui, également, il est l'auteur de sculptures et de machines inventées assez saugrenues pour sa part. Alors, d'autres exemples dans le même type de thématique, Jean Perdrizet, qui lui est également représenté à la collection La Racine, qui sera sans doute mis en relation avec un artiste surréaliste, également auteur d'autres machines totalement improbables, mais tellement poétiques et tellement jolies. Lani Rojojo, ou encore Michel Dupont. Michel Dupont qui est également représenté dans la collection du MAD. Michel Dupont a été à un moment donné ingénieur,
Puis, il est passé à autre chose dans sa vie, il travaille dorénavant dans un atelier artistique, et il n'y a rien à faire, son vécu antérieur réintervient toujours dans ces thématiques de réalisation. Alors évidemment, ce type de présentation, ce type d'exposition pose question. A-t-on le droit de positionner comme ça des œuvres qui ont été créées dans des contextes totalement différents, dans un même espace, temps, et également dans un même lieu? Alors je n'ai pas la réponse, et cette exposition, elle fonctionne un peu, en tout cas, comme une question. In-out, la question étant qui est in, qui est out, pour vous, pour nous, pour moi, pour le visiteur. Par rapport au type d'exposition tel que je vous ai présenté le MAD au MAMAC en 2007, le mode de présentation qui va être utilisé est totalement différent. Il s'agira beaucoup plus d'un mode de présentation qui s'inspire du cabinet de curiosité, donc un ensemble d'œuvres dans un dispositif très très rapproché. Le cabinet de curiosité donc, est un principe mis en place par les collectionneurs, surtout au XVIe siècle, collectionneurs qui alimentaient le rêve utopique de saisir, d'appréhender la création. Ici, ce n'est pas du tout le cas. On a simplement le rêve utopique de permettre aux personnes d'avoir un autre regard sur les créations. Alors, deux autres personnalités qui vont être mises en relation, Hendrik Fink et Johan Meul. Johan Meul, très clairement, chant de l'art contemporain. Il a d'ailleurs participé plusieurs fois à la Biennale de Venise. Hendrik Fink, lui, est représenté dans la collection du MAD. Et au-delà de l'aspect formel, il y a un aspect conceptuel aussi, qui est à mettre en relation dans leurs œuvres, puisque Hendrik Fink titre systématiquement ses pièces. C'est assez rare pour les auteurs et les artistes qui sont présentés dans la collection du MAD, mais lui le fait systématiquement en utilisant la mention Kunst. Donc je vous présente en haut Kunst Poppen, et Johan Meul a intitulé, lui, sa pièce La pensée. Donc il y a une dimension concept qui est présente dans les œuvres, au-delà de l'aspect assemblage, où on joue avec des éléments qu'on réutilise pour les formater autrement. Il y a un aspect conceptuel qui est présent chez les deux auteurs. Artistes. Pardon. Alors il y a des rapports peut-être tout simplement d'ordre formel qui sont à mettre en œuvre. Donc un masque africain et une œuvre de Giacomo. Là, pas d'autre signification à mettre en œuvre, mais peut-être que la présence d'un masque africain à côté d'une œuvre de Giacomo qui lui a travaillé à l'atelier Alce in Rosso en Italie, peut être significative par rapport à la manière dont on va regarder l'œuvre de Giacomo. Un autre type de rapport, Wouter Koumou et James Ensor. La dimension religieuse, christique, profane peut également être revendiquée. Donc il y a à la fois des liaisons formelles ou des liaisons thématiques qui peuvent être mises en œuvre. Cathy Stoughton est une artiste australienne qui travaille dans un atelier donc, à Melbourne. Et puis James Ensor, c'est un artiste moderne belge, et Francisco Goya, je pense que vous connaissez aussi. Donc l'idée de l'exposition, c'est vraiment de mettre en relation des œuvres d'artistes reconnus officiellement avec des œuvres d'artistes reconnus officiellement comme irréguliers. Annie Servet, qui est représentée dans la collection du MAD, Franz Masreel, qui lui est représenté dans la collection d'art moderne, ou encore Charles Simkovich, collection d'art contemporain. Alors, il ne s'agit nullement d'avoir une exposition d'ordre didactique. Nous ne sommes pas là pour énoncer un parcours historique, mais ce type de relation-ci peut également voir le jour. Donc Pierre Alechinsky, Karel Appel, deux représentants du mouvement Cobra qui ont mis en évidence et qui se sont fortement intéressés à l'art des enfants, mais également des auteurs dits primitifs. Et d'autres artistes, Daniel Sterckx, Rémi Delange, Daniel Lemaire, François de Fontaine, qui sont représentés dans la collection du MAD, qui leur sont postérieurs, qui ne connaissent pas du tout l'œuvre de Karel Appel ou de Pierre Alechinsky, et qui, quelque part, n'en ont rien à faire, mais les liaisons formelles entre ces auteurs peuvent être mises en évidence. Alors, 3 auteurs présents dans la collection du MAD et un artiste présent dans la collection du Musée d'art moderne, Maxime Cotton, Martha Branton, Alessandra Michelangelo et Pablo Picasso.
Et là, clairement, ces artistes partagent un principe de composition qui consiste à mêler plusieurs points de vue pour donner une meilleure visibilité à leur sujet. De nouveau, Martha Branton, Maxime Cotton, Alexandra Michelangelo ne connaissent pas Picasso, n'en ont rien à faire, mais c'est simplement pour eux la meilleure manière de représenter une réalité et leur sujet. Alors un autre rapport également, Jean de Gotex, donc collection d'art contemporain, Robert de Zeitate, Alessandra Michelangelo, la même qu'on a vue précédemment, mais elle a 2 volets dans sa production. Et donc là, on voit aussi que les liaisons et les accords peuvent ou ne peuvent pas se faire en fonction du regard qu'on va poser. À un moment donné, dans la réflexion par rapport à cette exposition, nous nous sommes dit que, à l'instar du musée d'Inselambroich, je ne sais pas si vous connaissez ce musée en Allemagne, c'est un musée un peu particulier, il est situé dans un parc, il y a plusieurs pavillons qui sont présents. Et quand on rentre dans chaque pavillon, on est confronté à des pièces à la fois d'art oriental, d'art moderne, d'art contemporain, mais clairement, on ne sait pas du tout ce qu'on voit, il n'y a aucun cartel qui est présent. Donc ce musée invite à une expérience en dehors de tout carcan. Et on s'est demandé si pour l'exposition, on allait mettre en œuvre le même principe, avec un système de plans peut-être accessible sur le côté, donc vraiment histoire de ne pas du tout orienter le regard. Mais je crois qu'on ne va pas le faire, parce que pour nous, c'est vraiment important. Autant c'est important d'inviter à décloisonner le regard par rapport aux productions, autant c'est important également de signaler que tout artiste a son univers, sa mythologie individuelle, est l'auteur d'une œuvre qui prend place dans un contexte, qu'il soit géographique, artistique, institutionnel, et que donc les personnes puissent avoir rapidement accès à cette information si elles le souhaitent. Voilà 2 pièces qui vont aussi être mises en relation, donc La Mélancolie de Dürer et une œuvre d'Antonio della Valle qui est conservée dans la collection du MAD. Alors ces 2 pièces et ces 2 artistes ont donné lieu à énormément d'interprétations. Clairement, ils ne font pas du tout partie du même contexte de création. Mais Albert Dürer, avec La Mélancolie, donc il y a cet aspect géométrique, il y a cet aspect mathématique qui est présent, tout comme dans l'œuvre d'Antonio della Valle. Il y a un aspect mystérieux également qui est présent. Et La Mélancolie Dürer représente pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'historiens d'art, une allégorie de l'artiste. En effet, à cette époque, il y avait 4 tempéraments qui étaient signalés, et le tempérament mélancolique était en propre à l'artiste, donc en proie à la création. En 1998, quand a été fondé le MAD, il y a une exposition qui a été organisée qui s'appelait Connexion particulière. Pour cette exposition-là, la collection du MAD était présentée en relation avec diverses collections d'art outsider uniquement. Donc en 2008, on participe à autre chose, mais on reprend quand même l'idée qui était déjà posée en 1998 dans un texte de Pierre-Yves de Sèvres consacré à la mélancolie de l'artiste qui accompagnait le catalogue, qu'un artiste est un artiste, qu'il soit handicapé mental ou non. Et Pierre-Yves de Sèvres allait clairement beaucoup plus loin en disant que ce n'est pas parce que l'artiste n'est pas handicapé mental qu'il ne faut pas appréhender son œuvre de la même manière. Donc lui inversait carrément le rapport en signalant qu'un artiste comme Karel Appel ou Pierre Alechinsky était à prendre en considération de la même manière qu'un artiste tel que Paul Duhem. Donc la manière dont on présente les choses dans un musée, dans une exposition, dans un défilé, va clairement conditionner la manière dont elle va être appréhendée. Mais on a beau réfléchir les jeux de toutes les manières possibles, il reste toujours un impondérable, c'est le visiteur. Comment est-ce que lui va s'approprier ce jeu, ce parcours? Et donc j'aime beaucoup cette phrase d'Hubert Damisch, qui, tout comme André Malraux, tout comme Harald Zeman, a pratiqué ce genre d'exposition qui consistait à mettre en relation des pièces provenant de divers univers, de diverses mythologies individuelles, à savoir qu'il y avait quand même toujours un moyen de sortir et de redynamiser le musée. Alors, par rapport à l'exposition In-Out, j'ai commencé en vous présentant l'œuvre de Jean-Michel Huidbeau. Ici, c'est une pièce de Jacques Charlier, artiste contemporain actif sur la scène internationale, qui de manière certes un peu moins poétique et plus burlesque, met en garde les commissaires d'exposition que nous sommes par rapport au classement que nous pouvons effectuer. Voilà,
Je suis disponible, évidemment, et intéressée par toute remarque, suggestion par rapport à ces propos. Et je vous remercie pour votre attention.